Alors, en ce qui concerne le lancement d'alerte, je pense que Marie-Paul, dans son introduction, l'a dit, depuis un moment, et je pense que depuis l'annonce du président de la République, personnellement, j'ai suivi également les débats sur les réseaux sociaux, j'ai vu des groupes s'écrier où des gens se déclaraient être lanceurs d'alerte ou des mouvements de soutien de lanceurs d'alerte, ce qui nous a également poussé à pouvoir faire cette conférence de presse, de pouvoir nous mettre d'accord sur ce que c'est un lanceur d'alerte et de savoir quel rôle ils peuvent jouer dans la transparence, dans la lutte contre la criminalité financière ou dans la lutte contre la corruption. Alors, c'est qui un lanceur d'alerte? Généralement, beaucoup de gens, lorsqu'on parle de lanceur d'alerte, ont tendance à citer des journalistes, par exemple. Ont tendance à citer des gens qui sont peut-être les premières personnes à révéler certaines informations sur les réseaux sociaux. Parce qu'une personne a eu l'exclusivité d'une info et qu'il le met sur les réseaux sociaux, on verra que beaucoup de gens ont tendance à pouvoir considérer ces personnes comme étant de lanceurs d'alerte. Alors, qui est un lanceur d'alerte? Il faut déjà commencer par se mettre d'accord sur le fait que tous les pays africains, à l'exception de l'Érythrée, ont pu ratifier la Convention des Nations Unies contre la corruption. Et c'est cette convention-là qui appelle les États à pouvoir élaborer, à pouvoir écrire de lois qui protègent les lanceurs d'alerte en Afrique. Et le Sénégal en fait également partie. Qui est un lanceur d'alerte? Un lanceur d'alerte est toute personne travaillant dans une organisation ou une entreprise qui peut être privée ou publique. Donc il y a déjà là toute personne travaillant dans une organisation. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une relation contractuelle entre la personne et l'organisation pour laquelle il est en train de révéler des faits. Donc, toute personne travaillant dans une organisation qui est témoin des activités illicites, illégales, contraires à l'intérêt général, qu'il décide de dénoncer dans le but de pouvoir apporter le changement. C'est-à-dire, c'est toute personne travaillant pour une organisation qui peut être publique ou privée, qui est témoin des activités illicites, illégales, qu'il décide de dénoncer dans le but de pouvoir provoquer le changement et de pouvoir y mettre fin à ces activités illégales. C'est-à-dire une personne qui ne travaille pas dans une organisation, peu importe, même si vous l'avez entendu d'une autre personne, dès le moment où vous le révélez, n'étant pas dans une relation contractuelle avec cette organisation, vous n'êtes pas un lanceur d'alerte. Donc, c'est une personne qui a un contrat, une personne qui est liée à une organisation. Et là, on peut également voir les auditeurs qui peuvent des fois être liés à des organisations par type des contrats qui sont spécifiques. Maintenant, est-ce qu'un journaliste est un lanceur d'alerte? Parce qu'on va dire que les journalistes nous donnent les informations, nous alertent sur beaucoup de choses. Mais je pense que c'est là et même fonction du métier du journaliste. Le journaliste nous informe tous les jours sur ce qui se passe dans notre société, sans pour autant qu'il puisse avoir une relation contractuelle avec les organisations pour lesquelles ils mettent les informations au niveau du public. Un journaliste qui va faire un papier ou bien qui va publier un article sur des malversations qui peut y avoir, entre guillemets, à la Sénélec, par exemple, ce journaliste ne travaille pas à la Sénélec. Donc les informations qu'il sera en train de mettre à la disposition du public sont des informations qu'il a obtenues d'une personne. Et cette personne, généralement dans le jargon journalistique, on va l'appeler une source, qui lui a donné les informations. Mais il n'est pas témoin. Et il n'a pas vu ces informations dans le cadre du fait qu'il travaillait pour cette organisation. Mais généralement, les lanceurs d'alerte et les journalistes travaillent ensemble, dans la mesure où les lanceurs d'alerte peuvent être des sources pour
les journalistes. On va également entendre que les activistes sont des journalistes, sont des lanceurs d'alerte. Les activistes, généralement, ce sont des personnes qui portent une cause, qui va défendre, par exemple, l'environnement, qui va défendre les droits des femmes, qui va défendre beaucoup de choses. Et généralement, leur combat est général, pas toujours spécifique. Même lorsqu'ils portent des combats spécifiques, c'est parce qu'ils ont pu obtenir des informations des personnes X ou Y. Et généralement, on va voir dans ce qui fait généralement débat dans beaucoup d'autres pays, généralement on dit qu'un lanceur d'alerte va être un délateur. Un délateur, on va les traiter des délateurs. Mais la différence ici, lorsqu'on a commencé par définir un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui va révéler les informations, qui va les exposer, parce qu'il veut apporter un changement, et parce que ces questions touchent à l'intérêt général. Alors qu'un délateur révèle les informations avec un but précis pour ses propres intérêts, ou dans le but de nuire. Généralement, dans l'une des définitions qu'on utilise de moins en moins aujourd'hui, lorsqu'on parlait de lanceur d'alerte, on disait que c'est quelqu'un qui faisait des révélations par bonne foi. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la pratique? C'est qu'on s'est rendu compte que lorsque les révélations arrivaient au niveau de la justice, on commençait à chercher à juger la bonne foi du lanceur d'alerte pendant plusieurs mois, plutôt que de s'intéresser exactement sur les faits qui ont été révélés. Ce qui faisait que on passait du temps dans des procédures à chercher à pouvoir confirmer est-ce que les lanceurs d'alerte étaient de bonne foi ou pas, sans pour autant qu'on s'intéresse au vrai sujet. Et voilà, aujourd'hui, au lieu de parler de bonne foi, on parle de motifs raisonnables qui vont pousser les lanceurs d'alerte à pouvoir faire la révélation ou de pouvoir exposer le fait. Donc, partant de cette définition, on se rend compte que même les politiques n'entrent pas dans les cas de lanceurs d'alerte. Maintenant, après, un politique qui occupe une fonction peut être un lanceur d'alerte si, dans les cadres du fait qu'il est ministre, il est témoin d'un certain nombre de choses dans son ministère ou qui impliquent son gouvernement, qu'il décide de pouvoir dénoncer ou de pouvoir mettre cela à disposition du public. Donc là, ça nous permet de pouvoir nous mettre d'accord sur ce que c'est un lanceur d'alerte. Mais quel est le rôle qu'ils jouent? Ils ont un rôle important qu'ils jouent dans la lutte contre la corruption, dans la lutte contre la criminalité financière, dans la lutte contre la transparence. Pourquoi? Premièrement, parce qu'ils sont témoins des faits. Ils sont témoins des faits et ils connaissent les pratiques qui ont été mises en place par les personnes qui sont incriminées. Lorsque l'affaire arrive en justice, on cherche premièrement à identifier quelles sont les personnes qui sont impliquées dans un cas de corruption, par exemple. Et lorsque un lanceur d'alerte est là, est associé à l'affaire de corruption, généralement, ce sont des gens qui connaissent quelles sont les personnes qui étaient impliquées. Parce que dans le cadre de son travail, il a vu quelles sont les personnes qui ont pu signer dans les documents qui a conduit au déboursement d'autant d'argent. Et ce sont les personnes qui peuvent nous dire exactement quels sont les mécanismes qui avaient été mis en place pour détourner de l'argent. Je travaillais dans le cadre d'une enquête qui s'appelle Congo Hold Up, où on pouvait voir comment est-ce que la banque où M. Jean-Jacques Lumumba a travaillé à l'époque avait mis en place des mécanismes pour occulter la source de fonds, ou même pour occulter la destination des fonds. Lorsque vous pouvez être journaliste, vous pouvez être enquêteur, lorsque vous avez des documents officiels de cette banque-là, vous ne pouviez pas être en mesure de comprendre comment est-ce que les transactions s'est faisaient au sein de cette banque-là, jusqu'à ce que celui qui travaillait, celui qui était considéré comme un lanceur d'alerte, vous dise exactement ce qui était caché derrière ces transactions. Donc, ils ont un rôle important qu'ils jouent lorsqu'on est en train de chercher la vérité de fait, lorsqu'on est en train de chercher à comprendre ce qui s'est fait. Et cela facilite autant le travail des journalistes qui vont comprendre ce qui s'est fait, autant le travail des enquêteurs qui vont comprendre très exactement ce qui s'est passé au sein d'une entreprise.
Et dans le contexte, par exemple, je sais que par exemple ici, on n'a pas encore une loi sur l'accès à l'information, où certains documents ne sont pas officiels, ne sont pas encore rendus publics, les lanceurs d'alerte peuvent aider à pouvoir mettre à disposition ce genre de documents lorsqu'ils en possèdent. Donc ils jouent un rôle important dans la transparence parce qu'ils vont permettre de promouvoir la transparence, de lutter réellement contre la corruption, de pouvoir reconstituer les faits, de pouvoir dire exactement quels sont les mécanismes qui ont été mis en place pour pouvoir détourner de l'argent public. Mais le fait d'avoir une loi ne garantit pas tout, parce qu'ici on voit très bien que les lanceurs d'alerte sont victimes de représailles. Ils ont un rôle important à pouvoir jouer, mais ils sont victimes de représailles. Pourquoi ils sont victimes de représailles? Nous avons dit que les révélations des lanceurs d'alerte doivent toucher à l'intérêt général. Et lorsqu'on parle de l'intérêt général, en Afrique, on parle des projets qui touchent à des millions de personnes. Et généralement, ces projets sont financés par les gouvernements, par l'État. Et généralement, on se rend compte que les lanceurs d'alerte qui vont révéler des faits infractionnels, ces révélations vont généralement toucher des hommes politiques. Ça va toucher des hommes qui sont économiquement forts. Et qu'est-ce qui va se passer après leur révélation? Ils vont être victimes de leur révélation. Il y a de ceux-là qui vont perdre leur emploi, il y a de ceux-là qui vont être licenciés, il y a de ceux-là qui ils ne vont plus bénéficier des avantages. Et dans le pire des cas, il y a de ceux-là même qui vont être tués. Il y a même de ceux-là qui vont être conduits en exil. Le cas de Jean-Jacques Lumumba qui a été contraint de vivre en exil en France depuis 2016. Et nous avons encore même d'autres cas que nous avons suivis où les lanceurs d'alerte ont été condamnés à mort pour avoir révélé des informations qui touchaient à l'intérêt général, des faits de corruption. Donc, tout ça montre que nous avons besoin de protéger ceux-là qui sont là pour sauvegarder la bonne gouvernance, qui sont ceux-là qui sont là pour promouvoir la transparence. Et l'Afrique, aujourd'hui, à part 11 pays qui sont pour la plupart anglophones, ne sont pas dotés de lois qui protègent les lanceurs d'alerte. Et même dans les pays où ces lois existent, il y a encore un autre problème, celle de l'application de lois. Celle qui est d'ailleurs, de façon générale, l'application de lois ne résulte pas seulement de la question du lancement d'alerte, mais qui est un constat général où en Afrique, nous avons beaucoup de lois, mais qui ne sont pas toujours appliquées. Alors, nous avons voulu profiter de cette opportunité où le président veut réellement s'investir pour une loi qui protège les lanceurs d'alerte, pour faire entendre notre voix. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir une loi pour que les lanceurs d'alerte soient protégés, mais il faut que cette loi réponde à un certain nombre de standards qui permettent de prendre en compte la question de la protection de lanceurs d'alerte dans son ensemble. Voilà pourquoi nous avons décidé depuis le 19 avril d'écrire au président de la République, non seulement pour l'encourager dans cette démarche, mais pour rappeler un certain nombre de points que nous pensons être essentiels dans une loi qui protège les lanceurs d'alerte. Nous avons autant écrit au président de la République, nous avons également écrit au ministre de la Justice pour s'assurer que les points évoqués dans notre lettre vont bien évidemment figurer dans la prochaine loi. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit d'une définition claire du statut de lanceur d'alerte. Tout à l'heure, je dis avec toute la confusion qu'il peut y avoir à ce sujet, il est important de pouvoir avoir une loi qui dit très clairement c'est qui un lanceur d'alerte, pour lever toute ambiguïté au sein de la population et au sein de ceux qui vont y travailler.
une définition claire du champ d'application du lancement d'alerte. Jusqu'où on va parler du lancement d'alerte? Quelles sont les entités qui sont concernées? Il s'agit des entités publiques, privées. Quelles sont les organisations qui sont impliquées? Comment est-ce que cela va se faire? Quel est le champ d'application? Et cela doit être défini très clairement au niveau de la loi. La mise en place des canaux de signalement sécurisés et confidentiels. Tout à l'heure, je dis que les lanceurs d'alerte sont exposés à de représailles. Donc il faudrait mettre en place des canaux de signalement qui les protègent, qui protègent leur identité, des canaux de signalement confidentiels, pour s'assurer à ce que ces derniers ne soient pas exposés. Et cela doit se faire autant dans le secteur privé que dans le secteur public. Est-ce que les canaux de signalement qui vont être mis en place seront sécurisés? Est-ce que cela va garantir la confidentialité ou même l'anonymat? Parce que deux fois, lorsqu'une personne veut lancer l'alerte et que son management, par exemple, est impliqué, ces derniers doivent disposer des mécanismes qui lui permettent de pouvoir dénoncer sans pour autant se faire exposer face à son management. Et c'est là tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Nous avons également rappelé la nécessité de l'établissement des procédures claires de signalement des activités illégales et contraires à l'intérêt général. Comment cela va se faire? Quelles sont les marges de manœuvre que disposent les lanceurs d'alerte lorsqu'ils veulent lancer l'alerte? Il sera également question de la désignation ou même la création d'une autorité indépendante et impartiale pour la réception de signalements de lanceurs d'alerte et l'enquête sur ces signalements dont les prérogatives devraient discuter en coopération avec la société civile. Il ne suffit pas seulement de donner la possibilité de lancer l'alerte, mais il doit y avoir une équipe, une organisation, une entité qui devra s'assurer d'analyser les révélations du lanceur d'alerte, de savoir quelles sont les personnes impliquées. Parce qu'on peut lancer l'alerte sur base aussi peut-être des documents qui sont faux. Mais il revient à une autorité qui est là de pouvoir s'assurer. Est-ce que les révélations qui me sont parvenues sont authentiques? Et par rapport à ça, il doit y avoir un travail qui doit être fait pour arriver à confirmer. Et lorsque l'autorité travaille, il doit travailler en collaboration avec le lanceur d'alerte. Ces derniers est en attente de feedback. Vous savez, dans la culture de la dénonciation, admettons, lorsque vous venez pour dénoncer des faits de malversation et qu'après, vous n'avez pas de retour avec vous, vous vous retrouvez dans la mesure où vous ne savez plus rien faire, ni à quel sens c'est voué. Et cela ne permet pas aux autres personnes qui ont envie de lancer l'alerte de pouvoir lancer l'alerte s'il n'y a pas une culture de feedback. Mais on va conscientiser les gens à pouvoir lancer l'alerte si on a une culture de feedback et s'ils savent qu'ils peuvent avoir de retour de la part de l'autorité. La formation du personnel également, c'est important que les agents qui vont travailler sur tous ces processus, qu'ils puissent bénéficier d'une formation habilitée lorsqu'ils reçoivent les signalements afin de garantir, comme je l'ai dit tantôt, la confidentialité des informations reçues et l'anonymat des lanceurs d'alerte. Nous avons eu un cas rapidement au Kenya où les lanceurs d'alerte étaient allés voir l'autorité pour lancer l'alerte. Et vous savez que généralement, les autorités, j'en ai parlé tout à l'heure, sont en contact avec les journalistes. Et le lendemain, il y avait un article qui est apparu qui parlait de ce lancement d'alerte, sans pour autant citer les noms, mais les journalistes avaient donné tellement de détails que cela avait directement renvoyé au lanceur d'alerte et son entreprise avait pu l'identifier et a commencé à exercer une pression sur lui et il a commencé à subir de représailles. Simplement parce qu'à un certain moment, on n'a pas pu garantir son anonymat et on n'a pas pu garantir, et il a été contraint même de quitter le Kenya. Parce qu'à un certain moment, on voit très bien que dans la procédure, on n'a pas su protéger le lanceur d'alerte. Définir très clairement quels sont les droits du lanceur d'alerte, comment est-ce qu'on arrive à le protéger. Parce que lorsqu'on parle de la protection du lanceur d'alerte, on ne parle pas seulement du lanceur d'alerte lui-même, mais on parle également de sa famille, des personnes qui lui sont proches.
Parce que lorsqu'on veut taire une personne, à un certain moment, on peut s'attaquer à sa famille, on peut également s'attaquer aux personnes qui lui sont proches. D'où la nécessité que la loi qui va être votée puisse tenir compte de cet aspect. Les lanceurs d'alerte vont perdre son emploi. Quels sont les mécanismes financiers qui vont être mis en place pour venir en aide aux lanceurs d'alerte? Quels sont les mécanismes qui vont être mis en place pour protéger sa famille? Et nous avons également rappelé la nécessité de la mise en place des mesures de protection pour les lanceurs d'alerte, incluant des immunités contre les poursuites pénales et civiles en raison de leur révélation. Donc on doit prévoir des immunités. Et je pense que la loi française, qui aujourd'hui devient une référence en Europe, prévoit des immunités pénales et civiles pour les lanceurs d'alerte. Il revient à la personne qui a été incriminée par un lanceur d'alerte de pouvoir prouver le contraire et non au lanceur d'alerte de pouvoir prouver ce qu'il est en train de dire. Une protection contre le représailles, une protection contre les représailles de nature à porter atteinte à l'intégrité physique, un accompagnement psychologique. Généralement, ce sont des gens qui font face à des problèmes très graves, qui sont obligés des fois d'abandonner leur famille, qui sont obligés de vivre en clandestinité. Et des fois, un accompagnement psychologique peut s'avérer être très important. Une aide financière, je le dis, une aide morale et des sanctions pénales contre les auteurs de représailles à l'encontre de lanceurs d'alerte. Voilà un peu ce que nous avons pu trouver comme des éléments essentiels qui doivent nécessairement se retrouver dans la loi qui protège les lanceurs d'alerte. Et nous pensons que les autorités qui se sont engagées dans cette voie-là vont entendre et vont bien évidemment écrire une loi qui va intégrer les différents aspects. Je vais chuter par le travail de PLAF et ce que nous faisons. Comme je l'ai dit tantôt, ce qui serait intéressant avec le Sénégal aujourd'hui, si les choses vont très vite, ça sera là le premier pays francophone à pouvoir se doter d'une loi qui protège les lanceurs d'alerte. Et je pense que si le Sénégal arrive à le faire, cela serait un signal très fort au regard du rôle qu'il peut jouer non seulement dans la région au niveau de la CEDEAO, mais également au niveau de l'Afrique, même au niveau de tous les pays francophones qui pourront s'inspirer de ce qui s'est fait au Sénégal. Et pour chuter, je disais donc, PLAF, nous accompagnons les lanceurs d'alerte depuis très longtemps et nous accompagnons également les États lorsqu'ils veulent rédiger les lois de protection de lanceurs d'alerte afin que ces derniers puissent être protégés. Et les révélations des lanceurs d'alerte ont apporté des changements dans certains pays. Dans d'autres, on s'attarde encore. Nous avons pu travailler avec des lanceurs d'alerte en Afrique du Sud dans ce qui a été appelé State Capture ou l'affaire Gupta. Et les lanceurs d'alerte ont fait des africains et sur le plan international. Parce que ce que je vais vous dire pendant quelques minutes est peut-être digne d'un film de fiction, parce que ma vie en 2016 est devenue comme une fiction. Mais bon, heureusement qu'on est encore dans la réalité, heureusement que le Sénégal aujourd'hui peut m'accueillir. Et je vous dis merci d'être venu, parce que c'est un combat ou c'est un poids important que vous apportez à ce combat, qui est le combat de la libération même de toute l'Afrique. Parce que, vous savez, parmi les maux qui rongent notre continent, la corruption en fait partie. Et un pays comme le Sénégal qui décide aujourd'hui à travers son chef de l'État de pouvoir mettre une loi pour protéger les lanceurs d'alerte, protéger des gens comme moi qui travaillent pour pouvoir dénoncer des faits qui détruisent les sociétés, mérite vraiment d'être soutenu. Je crois que, pour un peu faire une digression, vous avez appris à travers les médias qu'il y a quelques semaines, il y a quelques mois, 2 lanceurs d'alerte qui ont dénoncé ce que Boeing fait ont été trouvés morts. Donc vous comprenez le danger qu'il y a en prenant ce risque, en prenant ce courage de pouvoir dénoncer les méfaits, la corruption. Ça a un impact direct sur nos vies, sur les vies de nos familles et sur la vie de nos proches. Moi, ma fiction a commencé en 2016 et j'étais responsable de crédit dans une banque qui est aujourd'hui présente au Sénégal, la BGFI. Et mon DG de l'époque, c'était le frère de l'ancien président Joseph Kabila. Et par rapport à ça, j'ai eu à découvrir plusieurs faits de corruption qui partaient du détournement de fonds publics
au blanchiment des capitaux, donc, et à plusieurs faits de corruption. Et il s'est fait que pendant ce temps-là, moi en tant que responsable de crédit, j'ai été soumis à plusieurs audits. Il y avait des audits qui arrivaient, qui m'ont permis aussi, je dois dire la vérité, à pouvoir affiner mon travail, à découvrir beaucoup de vérités. Et en découvrant ces vérités, j'ai compris, et je suis allé voir, parce qu'en tant que responsable de crédit, on est aussi censé faire ce qu'on appelle des analyses. En faisant des analyses de crédit, on fait, entre guillemets, ce qu'on peut appeler dans le langage courant des investigations. Je ne peux pas prêter à un client ou à un homme d'affaires ou à une entreprise sans savoir d'où viennent ces fonds et comment est-ce qu'il utilise ces fonds. Et donc, ça me demande de pousser mes investigations plus loin pour savoir d'où vient son argent. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai eu à découvrir ce gros scandale qui, à un moment donné, a été même relayé par l'enquête Congo dont M. Kandé a fait allusion. C'est qu'il y a de l'argent qui venait clairement de la Banque centrale du Congo, qui était détourné, qui a été utilisé comme un cash collatéral, donc comme une garantie financière pour pouvoir prêter à une entreprise qui était une entreprise qui appartenait à l'époque au chef de l'État de façon directe, qui s'appelait Egal parce qu'elle a dû fermer juste après Congo Aldop. Et ce n'est pas la seule société. Il y avait d'autres malversations. C'est même parmi ces malversations-là qui m'ont poussé à l'exil. C'était celle de la Commission électorale nationale indépendante. Et cerise sur le gâteau, la personne qui chapeautait à l'époque la Commission électorale nationale indépendante est aujourd'hui l'un des principaux chefs rebelles qui agresse le Congo, en la personne de M. Corneille Nangaa, en complicité avec des pays voisins que sont le Rwanda et l'Ouganda. Donc vous comprenez un tout petit peu comment est-ce que, et à quel niveau mes révélations avaient des implications très politiques. Et je me suis décidé à un moment donné de m'opposer à tous ces faits et de dire que je ne pouvais pas être partie prenante de ces faits. J'ai tenté à un moment donné de bloquer les mauvaises opérations qui se faisaient sur la CENI ou sur Egal, parce que j'ai eu à participer à des réunions 2 fois confidentielles où les faits qui étaient rapportés dans ces réunions-là n'avaient rien à voir avec ce qu'on voyait officiellement. Et donc à un moment donné, en essayant de me battre en interne, mon DG à l'époque, qui était très puissant, m'a clairement menacé de mort. Vous le comprendrez après, comment est-ce que cela a eu vraiment de l'impact de façon assez négative sur ma vie. C'est qu'à un moment, quand je me pose à ça, il voulait en faire un des éléments pour pouvoir ramener ce dossier en justice. Et il a utilisé entre autres le dossier Egal et surtout celui de la CENI, parce que ce dossier étant passé en totale irrégularité, et il a voulu s'en servir, alors que c'est lui-même qui avait donné des ordres en disant décaisser de l'argent. La commission électorale en ce moment-là était sous interdiction bancaire. Donc elle ne pouvait même pas bénéficier des prêts, mais il a poussé sans même l'accord du groupe, parce qu'il outrepassait souvent l'accord du groupe, parce qu'il se disait à cette époque que son frère était au pouvoir, qu'ils avaient le pouvoir et qu'ils pouvaient se permettre tout. Et en ayant cherché à bloquer ces opérations, il s'est servi de ce dossier de la CENI pour engager une procédure et emmener ça à un niveau judiciaire. Et heureusement pour moi, j'ai eu des informations avant et j'ai quitté le pays en ce moment-là, pendant que j'avais reçu une demande d'explication et qu'une plainte commençait à être préparée au parquet pour être déposée. Parce que lui et mon DGA de l'époque, qui est un Sénégalais aussi, dont je tais le nom, avaient imaginé vraiment une machination pour pouvoir me mettre en prison. Parce qu'ils commençaient à se dire que Jean-Jacques n'acceptera jamais de se mouiller pour nous. Ça, c'est les termes que j'entendais assez souvent dans les couloirs, qui n'acceptera jamais de se mouiller pour nous, qui n'acceptera jamais de prendre de risques pour nous, parce que clairement, je leur avais dit que je ne pouvais pas. Monsieur Kandé l'a si bien dit, j'ai un poids que je porte avec moi. On ne peut malheureusement pas porter le nom de Lumumba et être celui qui va torpiller son pays. Parce que ce qui se passait, c'était clairement le fait de torpiller le Congo et de voler de l'argent public. Et en ce moment-là, j'ai décidé de quitter le pays. Je quitte le pays en juin 2016. Mais les menaces continuent à s'en suivre et à se produire. Et pendant 4 mois, je tente d'alerter Libreville, qui est la maison mère. Mais malheureusement, Libreville, en ce moment-là, aussi est un peu bloqué. Parce que vous savez,
quand vous travaillez avec un pays où c'est le président qui est impliqué, bah, tout le monde essaie de ne pas totalement mettre la main dessus ou de s'intéresser parce que c'est un investissement que vous risquez de perdre. Et 4 mois après que les menaces continuent, j'ai décidé de rendre publique l'affaire, de le révéler publiquement parce que les menaces commençaient à prendre de l'ampleur. Et ces menaces sont suivies pas seulement sur moi et ma petite famille qui a dû, 1 mois après, quitter le pays. Il y a mon frère, ma soeur qui vivait chez moi à la maison, qui aujourd'hui où je vous parle, vivent en exil aussi en Belgique. Parce que quand je prends cette décision de révéler publiquement l'affaire, et ils connaissent ce qu'on appelle la visite du renseignement militaire. Ils cherchent à les arrêter. Et heureusement, grâce à l'aide de quelques amis diplomates, on réussit à les exfiltrer. Et en novembre 2016, ils se retrouvent eux aussi en exil en Europe. Donc vous comprenez comment est-ce que des faits qui ont commencé dans la banque, qui avaient des implications politiques, m'ont poussé moi-même à l'exil, ma petite famille à l'exil. Mon frère et ma soeur sont malheureusement aussi, ont fini en exil. Et c'est quelque chose qui, à un moment donné, m'a pesé sur la conscience parce que je me suis dit, si je n'étais peut-être pas passé par cette banque, leur vie n'aurait pas connu cette tournure. Et c'est là que je fais la rencontre magnifique de quelqu'un qui s'appelle le maître Henri Tulliez, qui est le président de PLAF, qui m'explique les implications, parce qu'en ce moment-là, je ne savais même pas que ce que je venais de poser comme acte s'appelait lancement d'alerte ou lanceur d'alerte. Et c'est là qu'il m'explique toutes les implications, et c'est en ce moment-là qu'il va commencer à m'aider. Parce que PLAF voit le jour en 2017, mais mes révélations datent de 2016. Et c'est à partir de là, en m'expliquant les implications juridiques que peuvent avoir mes révélations, en me disant ce qui doit être fait, ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire, que je comprends aussi en réalité le danger que je cours en posant l'acte que je venais de poser. Même si je continue à le dire, cet acte je ne le regrette pas, mais les lanceurs d'alerte, et en étant lanceur d'alerte, il est toujours intéressant d'être soutenu et encadré. Parce qu'on peut être poussé par les émotions pour dire ce qu'on ne devrait pas dire. Et là, PLAF et Henri Tulliez et le maître William Bourdon commencent à m'apporter leur soutien juridique. Parce que il y a un fait, c'est qu'il y a des préjudices qui ont été commis dans le cadre de mon travail. Et ça, PLAF et les avocats ont commencé à me soutenir à partir de là. Et toutes les révélations qui ont été faites et tous les documents que j'avais, ils ont récupéré ça pour pouvoir d'abord les stocker et les garder et me mettre en sécurité. Parce que pendant ce temps-là, j'ai eu à subir plusieurs attaques et plusieurs tentatives d'intrusion sur mes téléphones, sur mes laptops. Parce que malheureusement, en face, on a des gens puissants qui veulent rentrer dans votre vie, vous détruire la vie, parce que ce qu'ils considèrent, eux, c'est qu'en ayant fait ces révélations, c'est que vous leur avez détruit leur vie aussi. Et c'est à partir de là que commence aussi mon engagement pour la lutte contre la corruption. Et PLAF m'apporte ce soutien-là d'une façon assez régulière et permanente, surtout sur le plan juridique et sur le plan moral, parce que c'est une épreuve, je ne vous le cache pas, qui est très difficile. Très difficile pour soi-même, très difficile pour la famille, et ça demande beaucoup d'abnégation et beaucoup de résilience. Et c'est à partir de là que PLAF continue les enquêtes, récupère les informations et m'apporte cette protection sur beaucoup de plans, parce que même sur le plan sécuritaire, physique, personnel, il y a des choses aujourd'hui que je peux me permettre de faire et des choses que je ne peux pas faire parce que malheureusement, le danger y est. Et pour la petite histoire, en 2021, avant la publication de Congo Hold Up, j'ai subi le vol de mes 2 ordinateurs et à un moment donné, on m'a même agressé, envoyé des gens me menacer dans ma parcelle restée à Kinshasa. Donc vous comprenez un tout petit peu, le temps est court, je vous laisserai me poser certaines questions. Comment est-ce que cela a commencé et a quasiment mis toute ma vie dans une autre dynamique, et c'est quelque chose d'assez compliqué, complexe, difficile, mais c'est la raison pour laquelle des moments comme ça sont aussi des moments d'échange, de partage, parce que pour ceux demain qui veulent devenir lanceurs d'alerte, il est très important qu'ils puissent être conscients des dangers, du défi et des défis qui seront emmenés à relever.
Et donc c'est un peu ça, et c'est depuis lors que je suis l'un des lanceurs d'alerte soutenus par PLAF. Et j'aide aussi à conseiller d'autres lanceurs d'alerte qui, eux, veulent prendre la décision de s'engager dans cette lutte parce que ce n'est pas quelque chose de simple et de facile. Donc je ne serai pas plus long que ça pour cette partie. Et je vous laisse pendant les échanges pouvoir poser toutes les questions. Donc vous l'avez dit, M. Lumumba l'a dit également, la manière dont vous divulguez les informations dont vous disposez est importante. C'est pour ça que PLAF existe, pour vous encadrer, pour vous conseiller juridiquement sur la meilleure manière de donner le plus grand impact aux révélations, aux informations que vous avez, tout en garantissant votre sécurité. Je pense qu'on peut applaudir nos deux lanceurs d'alerte. On peut également applaudir M. Timotandé pour son intervention. Nous allons passer à la séance de questions. Donc, le micro va passer et vous allez pouvoir, bien entendu, M. Traoré, vous restez avec nous pour répondre aux questions qui vous seront posées. Donc, le micro va passer. Vous pourrez soit réagir à ce qui a été dit, soit poser les questions que vous voudrez. Donc, voilà, les débats sont ouverts. Je fais passer le micro. D'argent. Oui, il a certaines responsabilités vis-à-vis de la Banque centrale du Congo. Ou au niveau de la Banque centrale du Congo, c'est un peu différent. C'est qu'on a une direction qui dépend de la Banque centrale du Congo. C'est même parmi les revendications à un moment donné que des organisations ont eu au Congo, c'est celui de séparer la Banque centrale du Congo de l'autorité monétaire. Mais malheureusement au Congo, la surveillance, l'autorité monétaire, tout est remis entre les mains de la Banque centrale du Congo. Il y a des instructions. Mais vous savez, un problème que j'ai relevé tout à l'heure, c'est, moi je suis responsable de crédit, mais il y a un problème au niveau de la justice en soi. C'est que même si le responsable de la conformité a des choses à rendre à une certaine redevabilité vis-à-vis de la Banque centrale du Congo, mais il y a des faits pour lesquels, en tant que responsable de crédit, vous pouvez aussi être condamné parce que la justice est manipulée à dessein. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, j'ai été, moi, sujet à des menaces parce que mon DGA me l'a dit de façon très claire, si toi et nous sommes devant la justice, tu sais qui est le plus fort. Donc ça, c'était... Il n'y a pas mieux que ça comme menace. Donc la justice peut être manipulée à dessein. Quelles que soient les lois qui existent, tout cela peut être bypassé pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Parlant, pour chuter et répondre à la place du lanceur d'alerte dans le syndicat, je crois qu'il y a un thème, il y a des mots qui reviennent souvent, c'est intérêt général. Je crois que les syndicalistes se battent pour l'intérêt général. Donc le lanceur d'alerte a un rôle important à jouer dedans parce que ce que le lanceur d'alerte vise en réalité, ce sont les dérives. Et on sait que des dérives dans une société peuvent conduire à plusieurs abus et à détruire l'intérêt des employés. Parce que l'entreprise est constituée d'un employeur et des employés. Pour atteindre un objectif, c'est de faire du profit. Donc ce profit bénéficie à qui? Aux actionnaires et aux employés, parce que les employés ont intérêt à ce que leur entreprise se pérennise. Et donc, s'il y a des abus, cela entamera coûte que coûte sur les profits et détruira l'entreprise. Donc, un lanceur d'alerte contribue aussi à faire évoluer une société, parce que tant que les choses se passent dans le bon sens, cela est dans l'intérêt de l'entreprise. Et si le lanceur d'alerte se lève ou s'oppose à des abus, c'est aussi dans l'intérêt de l'évolution de l'entreprise. Je pense qu'il y a un contexte qu'il faut relever lorsqu'on parle de ces cas du Congo. Parce que les acteurs qui sont impliqués dans les cas de corruption au sein de cette banque occupent l'élite politique congolaise. Et vous avez le directeur de la Banque centrale qui est également nommé par ces mêmes politiques. Donc on se retrouve pratiquement dans un système où celui qui est censé contrôler ne contrôle rien, parce qu'il sait exactement quels sont les acteurs qui sont impliqués. D'où ça fragilise tous les systèmes, et même ceux qui sont censés jouer le rôle de conformité, ils vont le faire, mais la CNRF, qui est l'équivalent de la CENTIF ici, ne va pas pouvoir faire son travail, parce que tout le monde sait que si tu fais correctement ton travail dans ce cas, tu pourras sauter du jour au lendemain, parce que ce sont des gens qui sont nommés. D'où ce que j'évoquais tout à l'heure, la réelle volonté politique. Des gens qui veulent réellement lutter contre la corruption ou la bonne gouvernance. Et la place du syndicat, je pense que nous avons commencé à faire une série d'activités avec
le syndicat ici au Sénégal, parce que nous savons dans quel contexte peuvent évoluer certaines personnes, ou même les syndicats. Nous avons même voulu offrir la possibilité, lorsque vous vous retrouvez dans certaines questions qui peuvent être difficilement portées par les syndicats, que la PLAF pouvait accompagner certains cas dès le moment où les informations qui pouvaient être divulguées concernaient l'intérêt général. Et il faut savoir qu'à un certain moment, ce n'est pas toujours assez aisé. Tout à l'heure, je donnais les exemples du président Zuma en Afrique du Sud qui a fini par démissionner suite à des révélations de lanceurs d'alerte. Ça veut dire qu'à un certain moment, quand on nous regarde ou on regarde les gens qui travaillent dans le FNAC, ce ne sont pas toujours comme des enfants de cœur parce qu'ils savent qu'ils détiennent des informations qui, à un certain moment, peuvent faire mal à un groupe de gens. Donc c'est important aussi de le souligner. Je pense que les syndicats, comme l'a souligné bien évidemment Jean-Jacques Lumumba, peuvent jouer un rôle important. Et pour nous, nous avons pu les identifier comme étant des partenaires potentiels avec qui on peut travailler. Alors, lorsqu'on parle de la plateforme de protection de lanceurs d'alerte, c'est le nom même de l'organisation, qui est différent d'une plateforme qui réunit plusieurs organisations et qu'on va appeler plateforme des organisations de la société civile, entre guillemets. Mais nous travaillons bien évidemment avec plusieurs organisations dans le cadre des collaborations dans certains projets spécifiques. Par exemple, sur le cas de Congo Hold Up, qu'on a présenté comme étant la plus grande fuite de données, parce que nous avons pu analyser plus de 3,5 millions de documents venant de la banque BGFI à Kinshasa et à Libreville. Et par exemple, dans ce projet-là, nous avons travaillé avec Mediapart, qui est un média français, et nous avons travaillé avec 15 médias, y compris la BBC, des médias aux États-Unis, en France, en Belgique, en Espagne, aux îles Féroé, au Liban. Et nous avons travaillé avec d'autres ONG également qui étaient impliquées dans les enquêtes, avec qui nous avons travaillé pendant 6 mois pour faire les révélations qui avaient été faites. Donc nous restons ouverts à l'idée de pouvoir travailler avec des organisations, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez être une ONG qui travaillait sur une question, vous avez des gens qui avaient des informations, mais vous n'avez peut-être pas l'expertise en ce qui concerne la gestion de ce genre-là ou le suivi des contentieux qu'il peut y avoir au niveau de la justice. Nous, on peut faire cet accompagnement-là sans problème. Mais nous restons ouverts à l'idée de pouvoir travailler avec toutes les organisations dès le moment où nos intérêts convergent et que nous travaillons tous de façon à préserver l'intérêt général et à pouvoir protéger les lanceurs d'alerte. Donc nous restons ouverts également à l'idée de pouvoir mettre en lumière toutes ces expériences qui ont été partagées par Jean-Jacques, par Amadou, ce qui s'est passé dans la frontière sénégalo-malienne, ou d'autres expériences, de façon à ce que cela puisse nous permettre de pouvoir améliorer ce qui peut être fait ici au Sénégal ou également dans d'autres pays. Parce que je pense que c'est le partage d'expériences qui mûrit et qui permet de pouvoir avancer. À la question du niveau d'implication, je pense que ma collègue Marie-Paul pourra me compléter. Je suis totalement d'accord avec toi, Aliou, sur le fait que ça devait être une initiative où le ministère de la Justice entrait en contact avec plusieurs acteurs, notamment de la société civile, ne fût-ce que pour les écouter, de façon à savoir quelles sont les attentes, quelle est la compréhension. Parce que je pense qu'une loi qui est censée venir apporter une réponse, mais pour arriver à apporter une réponse adéquate, il faut savoir déjà faire un diagnostic. Et le diagnostic, on ne peut le faire que lorsqu'on est en contact avec les acteurs de la société civile qui sont sur le terrain. Mais je pense que voilà pourquoi nous n'avons pas voulu baisser les bras. Nous avons quand même voulu anticiper sur la démarche, parce que je pense qu'aujourd'hui, on parle d'une loi. On espère vraiment que cela va arriver très rapidement, mais je pense qu'il y a encore quelques mois, l'ancien ministre de la Justice avait parlé également d'une loi sur la protection des témoins. Mais qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais vu le jour. Donc je pense qu'il y a pour nous, ce sont des questions qui sont très importantes, pas seulement sur la question de la protection de lanceurs d'alerte. Lorsqu'on a présenté les rapports sur les pays de l'Afrique de l'Ouest, nous avons appelé un point, c'est-à-dire l'environnement propice au lancement d'alerte. Et lorsqu'on parle de l'environnement propice au lancement d'alerte, on parle d'une série de lois qui doivent exister déjà et qui facilitent en réalité le lancement d'alerte. Notamment la loi sur l'accès à l'information, qui est une loi très importante.
Parce que si on n'a pas de loi sur l'accès à l'information, comment voulez-vous sensibiliser les gens également sur la question du lancement d'alerte? Parce qu'il y a des questions, il faut que les gens aient accès à l'information. La question sur la défense de... une loi sur la défense une loi sur la protection des défenseurs de droits humains. Je pense que cette initiative qui est portée par Amnesty International avec tous les autres amis a commencé depuis un moment. Et je pense que des premières discussions qu'on avait eues, où on voulait également insister sur la nécessité de pouvoir intégrer, ne fût-ce que dans un article déjà, la question de lanceurs d'alerte de façon spécifique, était une façon de pouvoir dire qu'il y a une nécessité, mais profitons de cette loi qui peut déjà avancer pour essayer de commencer à grappiller un peu les points de façon à ce qu'on puisse avoir un niveau de protection aussi minime que cela ne puisse être, mais s'il y a une loi qui peut avancer, cela permettra déjà de pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est une bonne opportunité qu'on puisse parler de la loi de la protection de lanceurs d'alerte, mais également relancer cette question sur la protection des défenseurs de droits humains, qui est important, qui est très très important. Également rappeler la nécessité sur la loi l'accès à l'information, parce que je pense que lorsqu'on veut promouvoir la transparence et lorsqu'on parle des questions de bonne gouvernance, on ne peut pas ne pas avoir une loi d'accès à l'information. Parce que les journalistes doivent aussi faire leur travail. Tous les acteurs qui permettent à notre démocratie de pouvoir vivre doivent avoir accès à l'information, de façon à pouvoir incriminer ceux qui doivent être incriminés dans le temps. Ce qu'on retient de cette rencontre aujourd'hui, c'est qu'un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui travaille dans une organisation, qui est témoin d'activités illégales et qui décide de les révéler. Donc on a parlé du rôle de ces acteurs dans la lutte contre la corruption, dans la lutte contre la criminalité financière, et c'est ce qui fait justement de ces acteurs des personnes qui sont particulièrement vulnérables et qui nécessitent une protection particulière. C'est pourquoi il faut, dans chaque pays africain, des lois qui les protègent. Et c'est d'ailleurs en parlant de cette loi que PLAF a donné quelques recommandations pour une loi complète, effective, efficace, conforme aux standards internationaux. Donc Dimi les a mentionnés tout à l'heure. Et il faut également rappeler qu'il faut une loi adaptée au contexte sénégalais, qu'il ne faut pas faire de mimétisme. Parce que ça aussi c'est très important. Et nos gouvernements africains ont tendance à faire du mimétisme quand il s'agit d'adopter des lois un peu particulières. Aliou Sané l'a rappelé tout à l'heure, il faut également que le peuple puisse s'approprier cette loi pour qu'elle soit effective et qu'elle soit utilisée à bon escient. Donc il faut également un environnement propice à la culture de l'alerte. Dimi l'a rappelé tout à l'heure. Une loi de protection des lanceurs d'alerte à elle seule ne suffit pas à permettre aux lanceurs d'alerte d'être dans un environnement qui leur permet de signaler les activités répréhensibles dont ils sont témoins. Donc une loi sur l'accès à l'information est nécessaire. Encore une fois, une démocratie comme le Sénégal doit urgemment se doter d'une loi sur l'accès à l'information. Une loi sur la lutte contre la corruption effective est nécessaire. Une loi sur la liberté d'expression est nécessaire pour permettre aux lanceurs d'alerte de parler en toute sécurité et pour permettre aux journalistes de relayer les informations des lanceurs d'alerte. Pareil, une loi sur la liberté de la presse effective est également recommandée. Donc voilà, un contexte, un environnement propice à la culture de l'alerte permet donc aux lanceurs d'alerte de se sentir libres d'exprimer et de signaler les activités dont ils sont témoins. Donc ainsi s'achève cette discussion, cette conférence. Merci beaucoup à tous nos panélistes. Merci Monsieur Traoré, merci Monsieur Lumumba et merci Monsieur Kandé. Merci également à tous les participants qui ont fait le déplacement jusqu'ici. Merci pour vos contributions, merci pour vos questions. Nous espérons donc que cette loi, que le contenu de cette loi sera satisfaisant et nous espérons vous retrouver très bientôt dans le cadre de nouvelles activités. Sing it, baby.